français. La Chine en français. LCF. Bienvenue à tous sur Radio LCF, la Chine en français. Nous sommes en direct, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Bonjour Camille. Bonjour Alexandra. Transition énergétique, transition numérique, énergie renouvelable. Donc où en sommes-nous? Ou plutôt, est-ce que le monde est sur le bon chemin? Pour en débattre avec nous, Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et surtout l'auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions LLL, Les liens qui libèrent. Alors, j'ai le livre dans mes bureaux juste à côté, donc j'irai le chercher pour que nos auditeurs puissent le voir. C'est le fruit d'une enquête passionnée, ambitieuse sur 6 ans dans une douzaine de pays. Mais par contre, avant de commencer à rentrer dans le vif du débat, je vous propose d'écouter quelques sons que nous avons pris à l'entrée d'une boutique Apple à La Défense. Et nous avons posé la question de quoi était fait un téléphone portable. De métal, de batterie, d'écran, je ne sais pas. D'une puce, un écran, et c'est tout. Un micro. Et puis, alors spontanément, nous avons posé la question si effectivement ils savaient ce que c'était les terres rares. Non, j'ai strictement aucune idée. Aucune idée. Une terre rare? Non, je sais pas. Où elle se trouve, cette terre rare? Non, je sais pas. C'est des matériaux qu'ils mettent pour faire des smartphones et des ordinateurs. Exactement. En Chine. C'est le plus gros producteur, je crois. Pour extraire, ça je sais pas comment. Ça, j'ai jamais vu un reportage. Alors bon, le dernier a l'air assez renseigné pour le coup. Écoutez LCF. Oui, c'est moi du coup, ce qui me vient spontanément, c'est peut-être votre définition à vous de ce que c'est une terre rare. Et d'ailleurs, moi, j'ai bien aimé votre métaphore avec la pincée de sel dans la pâte à pain. Je trouve que ça rend assez bien. Mais je vous laisse développer. Une terre rare, donc on ne parle pas d'agriculture. On est parle d'accord. bien d'industrie minière et il faut préciser parce que ça peut prêter à confusion. Et on parle de métaux qui sont présents dans la croûte terrestre, d'une classe de 15 métaux, très exactement, présents dans la croûte terrestre dans des proportions infinitésimales. Et ces métaux sont en fait des sous-produits d'autres métaux appelés les grands métaux. Ça veut dire que dans une mine de fer, vous n'avez pas que du fer. Vous avez aussi de l'uranium, par exemple, souvent associé au fer. Et associé également au fer et à l'uranium, on trouve des terres rares. Donc c'est un sous-métal, en anglais ils disent byproduct, d'un plus grand métal, en l'occurrence donc le fer. Et ces métaux, on sait aujourd'hui les séparer du fer, les utiliser et les séparer entre eux, puisque comme je dis, il y en a 15. Alors si je commence à les citer, on peut parler du néodyme, du samarium, on peut parler du l'europium, gadolinium, mais aussi lutécium, praséodyme, dysprosium. Voilà, c'est des mots qui sont charmants. C'est vrai que dans mes tables à l'époque de chimie et autres, on n'étude pas forcément tout ça. En fait, il y a une case qui correspond au lanthanide, qui est l'autre nom des terres rares, et cette case, en fait, tout en bas de la table de Mendeleïev, vous avez en fait 7 cases qui renvoient vers une ligne et qui donc cette ligne contient tous les éléments que je viens de 17 éléments dont 15 métaux, parce que les deux autres ne sont pas forcément à l'état de métal. Et donc ces métaux, aujourd'hui, sont indispensables pour les technologies. On parlait des téléphones portables, permettez-moi juste de le dire. Oui. Vous avez dans le téléphone portable du néodyme, c'est une terre rare qui en fait intervient sous la forme d'un aimant, et cet aimant permet notamment à votre téléphone de vibrer. Dans le vibreur et aussi dans le microphone de votre téléphone portable, vous trouvez cette terre rare. Et il y a un autre métal rare qui n'est pas une terre rare, mais qu'on appelle l'indium. Il est intéressant l'indium parce que grâce à l'indium, nos écrans sont tactiles. D'accord. Et on est bien content d'avoir des téléphones sur lesquels on peut tapoter pour envoyer des SMS. En tout cas, le grand public avait l'air de savoir qu'il y avait des métaux à l'intérieur. C'est déjà ça, heureusement, parce qu'ils croyaient que c'était fait en bois, c'était embêtant. Oui, ils savent que c'est fait de métaux et en fait, nos téléphones sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire que depuis, si on remonte à l'ancêtre des téléphones jusqu'au téléphone actuellement, jusqu'aux générations de téléphones actuels, les smartphones, en fait, leur fabrication s'est excessivement complexifiée et il y a de plus en plus de matières premières et de métaux
métaux qui sont présents dans ces téléphones. Dans les années 80, vous savez, le téléphone, vous savez, il y a un petit écouteur sur le côté et puis on mettait son oreille sur l'écouteur. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait 10, peut-être 15 métaux qui étaient contenus dans ces téléphones, même pas. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 40 métaux qui sont là, contenus dans dans le les années téléphone 80, portable actuel. Vous parlez du fixe à la maison, Exactement, voilà, c'est ça. la partie où on écoutait. Et donc, plus on va vers des smartphones évolués, avec des propriétés de plus en plus intéressantes pour les consommateurs, et bien plus en fait il y a de métaux, puisque ces métaux, chacun a sa propriété, chacun a son application bien propre. Et comme on veut des téléphones plus puissants, eh bien, il faut plus de métaux. Et donc aujourd'hui, nos téléphones sont un condensé de toutes ces matières premières, qu'elles soient abondantes ou plus rares. Alors, on va y arriver. La Chine est le plus gros producteur de terres rares. D'ailleurs, des personnes qui répondaient aux questions avait l'air d'être au courant. Et sous les sols chinois, on y trouve je crois, environ 40% des terres rares qui se trouvent dans le monde entier, des réserves de terres rares. Peut-être rapidement, pour arriver à comprendre comment fonctionne le processus d'extraction, pourquoi c'est polluant. Alors effectivement, comme vous dites, la Chine a 40% des réserves, mais pourtant, elle tient de 80 à 95% de la production. C'est ça. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'il y a un tel différentiel entre d'un côté ce potentiel et puis en même temps, finalement, à l'arrivée, le fait que ce n'est quasiment que la Chine qui produit ces minerais. Et la raison pour laquelle elle produit quasiment seule ces minerais, c'est parce que personne d'autre ne veut les produire. Ou en tout cas, personne d'autre n'a voulu pendant longtemps les produire parce que c'était trop sale. Ou à arrêter. Ou à arrêter de les produire. Donc dans les années 80-90, c'était notamment les Américains qui produisaient ces terres rares. C'était les Français qui les raffinaient pour 50% du marché du raffinage. Mais comme l'extraction par les Américains et le raffinage par les Français étaient des processus excessivement polluants, eh bien, nous avons cherché en fait à nous débarrasser de cette industrie, ce qui ne veut pas dire que nous n'avions pas besoin des terres rares. Et à ce moment-là, les Chinois nous ont en fait proposé de résoudre la quadrature du cercle. Donc là, on parle des années 90, début de l'ouverture en Chine, Deng Xiaoping, donc une envie de rattraper le temps perdu à tout va. Développement industriel, et à ce moment-là, la Chine nous dit, mais nous avons besoin de nous développer, nous avons envie de développer nos industries et de développer notre économie. Vous êtes face à une contradiction puisque nous avons de plus en plus besoin de ces matières et en même temps, vous ne voulez pas les extraire parce qu'il y a un coût environnemental. Nous allons régler ce problème à votre place, nous allons les produire, nous allons certainement abîmer notre environnement, mais je crois qu'à l'époque, ils ne l'ont pas dit comme ça parce qu'ils ne le savaient pas encore. Je pense qu'ils n'en étaient pas conscients. Aujourd'hui, ils en ont pris conscience. On pourra y revenir si vous le voulez, Kémy Chen. Et par ailleurs, on développera notre industrie et puis comme ça, vous pourrez ensuite nous racheter les matières premières purifiées et pouvoir les mettre dans vos téléphones portables. Et c'est pour ça que la Chine a assumé ce qui était au départ un fardeau, le fardeau des terres rares et donc c'est comme ça qu'on arrive à la production que j'ai évoquée de 80 à 95% de la production mondiale par la Chine. Donc la Chine commence dans les années 90 à extraire Non, elle a commencé bien avant. Elle a toujours eu une partie de la production, mais qui était tout à fait réduite par rapport à la production des autres pays, notamment la Chine, les États-Unis et l'Australie. La grande part de la production de ces terres rares se trouve à Baotou, enfin dans la région de Baotou, en Mongolie intérieure. Et puis à mesure que les Américains ont fermé leurs mines à eux et que les Australiens également ont fermé leurs mines, la mine de Mount Velt en Australie, et bien à ce moment-là, la part de production en chiffres bruts et en pourcentage de production mondiale de la Chine s'est envolée pour atteindre les chiffres que l'on sait. Super. Alors, je vous propose une pause avec le groupe de rock américain dont on avait parlé ensemble, Rare Earth, et on va se retrouver tout de suite après, justement, pour en savoir un peu plus d'où est venue cette envie de votre côté de mettre par écrit cette longue enquête qui a duré 6 ans sur 12 pays.